Merci beaucoup. Bonjour. Alors c'est pour moi un grand honneur de parler devant vous et dans ce lieu parce que le SHD c'est un petit peu le lieu, pratiquement ma deuxième maison où j'ai fait mes recherches de thèse, où je fais encore mes recherches de thèse qui sont consacrées au réseau de résistance. Donc il a été beaucoup question depuis ce matin des archives des réseaux de résistance. On a fait un tour sur les sources. Donc mon intervention va prolonger un petit peu ce qui a été dit avant. L'objectif de cette intervention c'est de présenter mon expérience de recherche concernant les dossiers personnels des agents hommes et femmes qui ont combattu au sein des 268 réseaux de résistance homologués parmi les forces françaises combattantes durant la Seconde Guerre mondiale et la manière dont je m'en suis servi pour dresser une série d'itinéraires personnels. Alors évidemment, un tel sujet impose de rappeler immédiatement un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, rappeler qu'il s'agissait de structures d'organisation extrêmement particulières dans le kaléidoscope des organisations de résistance. Ce sont des organisations clandestines qui travaillent en liaison avec des services secrets, qui travaillent sur des missions exclusives de renseignement, d'évasion ou d'action, donc dépendant du BCRA, les services gaullistes, des services anglais, le MI6 ou encore le SOE, ou encore des services des États-Unis, l'OSS. Ça implique une première contrainte, ça veut dire de beaucoup voyager à l'étranger pour voir les différentes archives. Autrement dit, j'ai coûté cher à mon école doctorale. Donc, c'est-à-dire que l'action de chacun de ces agents ne pouvait être que clandestine et menée dans l'ombre, et que la survie dépendait d'un empilement de stratégies de dissimulation qu'il est particulièrement difficile de percer à rebours. En conséquence de leur dépendance à un service secret et en raison du caractère parfois inavouable de leurs actions, la plupart des dossiers ont été classifiés secret défense, notamment en Angleterre. D'ailleurs, on a légiféré en Angleterre, dès 1958, une loi anglaise interdit l'ouverture des dossiers sans limite de temps. Donc, difficilement consultable, sauf par des historiens triés sur le volet. Je pense notamment à l'historien anglais Michael Foot, dont vous connaissez sans doute la somme ancienne, puisqu'elle date de 1965, mais qui fait toujours référence aujourd'hui sur le SOE. J'y reviendrai. Alors, quand Michael Foot donne un nom, il donne le dossier personnel, mais alors il ne donne jamais vraiment le document sur lequel il peut s'appuyer. Lui-même dit ainsi, dans un dossier SOE, dans un dossier personnel, sans plus de précision. Du côté français, parallèlement à la constitution des dossiers administratifs d'homologation des résistants, on en a beaucoup parlé, d'anciens agents ont été convoqués par les services français à la Libération, donc la DGER, et interrogés. Bon, ces dossiers non plus n'ont pas été immédiatement communicables pour des raisons qui vous ont déjà été exprimées, et aussi, entre autres, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont été récupérés par la DGER à la Libération, donc on ne pouvait pas rendre public ces dossiers. Donc, conséquence historiographique majeure de ce que je viens de dire, parce qu'il était pratiquement difficile d'accéder à tous les dossiers, l'historiographie des réseaux de résistance se résume aujourd'hui à une poignée de monographies. Par ailleurs, il faut bien rappeler qu'en France, l'histoire politique n'a pas été pendant très longtemps à la mode dans les universités, et quant à l'histoire du renseignement, elle a été délaissée pendant très longtemps, jusqu'à récemment. Je pense aux travaux de Sébastien Laurent, d'Olivier Forcade, ou alors concernant la Deuxième Guerre mondiale de Sébastien Albertelli, il n'est pas là aujourd'hui, sur le BCRA. Donc, quand j'ai posé mon sujet de thèse en décembre 2013, le délai de rigueur de communication des dossiers et le classement commençaient à être entamés. Donc, ça autorisait de premiers sondages. Par exemple, je citerai le numéro spécial en date de décembre 2015 des Chemins de la Mémoire, intitulé très justement « Dans les archives secrètes de la Deuxième Guerre mondiale », qui en proposait une première présentation très intéressante. Donc, au début, je n'ai pas commencé par ces dossiers personnels. Ma première approche dans mon sujet de thèse a été de consulter la série 13P, qui est connue des chercheurs, et ceux de la sous-série 17P, qui sont les dossiers d'homologation des réseaux de résistance qui ont été établis après la guerre par la Commission nationale d'homologation. Je ne ferai pas maintenant le commentaire concernant les problématiques propres à la constitution de ces dossiers, ni à leur contenu, sauf pour rappeler que dans tous ces dossiers figurent des listes de noms d'agents hommes et femmes, ça a déjà été dit, classés P1, P2, PO. Alors, dans le cadre de ma thèse, j'ai choisi de m'affranchir un petit peu de ces catégories administratives, parce que pour tous, les risques étaient les mêmes, et que dans un même réseau de résistance, par exemple, un couple d'hébergeurs classé PO, parce qu'on va y rendre un service occasionnel, un autre couple d'hébergeurs va être classé P2. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fait arrêter et ont été exécutés en camp de concentration. Donc, j'ai commencé par ces dossiers-là. Parallèlement, quelques voyages en Angleterre pour consulter les dossiers généraux concernant le déploiement des réseaux SEE en France, ainsi qu'un nombre d'historiques ou de journaux de guerre. 1 an et demi plus tard, je pouvais dresser les cartes d'implantation des réseaux sur le territoire avec les différentes ramifications, avec plusieurs figurés linéaires sur plusieurs cartes symbolisant déplacements, liaisons internes entre secteurs, externes avec Londres et Alger.
Alors, ce premier bilan demeurait intéressant, mais je me suis vite rendu compte qu'il n'était guère satisfaisant. Notamment après avoir relu une intervention célèbre dans un colloque mené en octobre 1974 par Pascal Copeau, qui était une personnalité éminente du mouvement Libération Sud, que je me permets de citer. Lorsque nous vous retrouvons dans vos études, chers jeunes chercheurs, notre cité, elle nous apparaît un peu glacée. Il ne faut pas craindre de tremper vos plumes dans le sang, car derrière chacun des sigles que vous explicitez avec beaucoup de connaissances livresques, il y a des camarades qui sont morts. Et en réalité, ce n'était pas ce bel édifice que vous pouvez croire, c'était une faible toile d'araignée. La vraie histoire, c'est l'histoire de cette toile d'araignée de la cité clandestine de l'honneur. Bref, il s'agissait alors, la question se posait alors, comment aller au-delà de la vision finalisée que je voyais dans les dossiers d'homologation, qui étaient nécessairement reconstruites à la Libération, comment mettre à jour les trajectoires individuelles et collectives dans un réseau de résistance, qu'était-ce qu'être un agent ou une agente au sein d'un réseau, comment s'intégrait-il au sein des structures et que savait-il exactement de leur propre organisation. Énormément de questions donc. Pour essayer de voir au clair à travers ces entrelacements de structures extrêmement complexes, il s'imposait donc de constituer des analyses à différentes échelles et de dresser l'histoire d'itinéraires particuliers. Et c'est donc là où j'ai commencé à rechercher des dossiers individuels pour établir des parcours individuels. Alors l'ampleur du sujet, bien sûr, nécessite de faire des choix. Il n'est pas possible, compte tenu des impératifs académiques d'une thèse, de consulter l'intégralité des dossiers personnels de la centaine de milliers d'agents immatriculés au sein des 268 réseaux. Alors, de nombreuses discussions avec ma directrice de thèse, comme avec des collègues chercheurs rencontrés ces dernières années, ont confirmé l'intérêt d'une étude multiscalaire sur des groupes et individualités précises, sélectionnées bien sûr avec un minimum de cohérence. Pour travailler, j'ai sélectionné deux types de fonds principaux, les dossiers personnels des agents établis par le BCRA et la DGER conservés dans la sous-série 28P4 au service historique de la Défense, et les dossiers personnels des agents du SOE conservés dans la sous-série HS9 des Archives nationales à Londres. Donc, comme à l'accoutumée, dès lors qu'il s'agit de travailler sur l'histoire de la résistance, une solution amène de nouveaux problèmes. Donc, le premier d'entre eux concerne la sélection des dossiers à consulter. Comme je l'ai dit, impossible dans le temps imparti et compte tenu de la nature de l'exercice de tout voir, ni de tout parler d'ailleurs. Par ailleurs, le caractère hétérogène des contenus entre et à l'intérieur de chacune des sous-séries précitées rend quant à lui difficile une approche comparatiste et une appréciation globale. Il a donc fallu faire une sélection nécessairement subjective, quoique pas tout à fait arbitraire. Concernant les dossiers personnels du SOE, c'est par là que je vais commencer. Une partie est toujours incommunicable, je vous l'ai dit. Certains dossiers à la date limite de 2084, pour la plus ancienne que j'ai pu trouver. Alors, il n'est pas possible d'obtenir la moindre dérogation. Je me suis toujours vu opposer un refus poli, mais ferme. Alors, il était possible de maintenir une cohérence dans le choix, à condition de tenir compte de la structure d'un réseau SOE telle qu'elle émerge des archives telles que j'avais pu trouver dans mes recherches. La structure initiale d'un réseau SEI se compose d'un organisateur, d'un agent de liaison et d'un radio. J'ai donc repris la liste de la centaine de réseaux SEE déployés en France et chaque fois que ça s'avérait possible, j'ai identifié pour chacun d'entre eux les identités des agents ou des agentes ayant rempli ces fonctions et j'ai consulté les dossiers personnels chaque fois qu'il était possible. Parfois, ce n'était pas possible. Alors, ces dossiers personnels, de quoi se composent-ils ? Ils sont construits à rebours. C'est-à-dire que, c'est un peu à l'exemple d'un roman policier qui commencerait par la conclusion. Il faut savoir que le SOE a perdu 25% de ses effectifs. Alors je parle de ceux qui sont parachutés par Londres, pas de ceux qui sont recrutés en France. Je n'ai pas fini le calcul pour cela. Justement, une part non négligeable des pertes va concerner les organisateurs, les radios et les agents de liaison. Et donc, ils sont généralement torturés, déportés, assassinés à la fin de la guerre. En conséquence, beaucoup de ces dossiers personnels s'ouvrent sur un avis de décès. À la suite, on trouve souvent la correspondance entretenue entre la famille de l'agent ou de l'agente disparu en mission et l'état-major anglais qui l'assure d'ailleurs à raison que tout est fait pour les retrouver. Je rappelle ici que là se pointe aussi une difficulté. La plupart du temps, ils sont déportés sous le régime Nachon-Nebel, donc c'est très difficile de retrouver la trace exacte. Une partie de ces dossiers se compose d'éléments rédigés donc par quelqu'un d'autre que l'agent en question qui explique les circonstances de sa chute. Et plus on avance dans le dossier, plus on reconstitue, mais à rebours, le parcours de l'agent. Si beaucoup de dossiers personnels s'ouvrent sur un avis de décès accompagné de l'aide donc adressée par la famille à l'état-major concernant la recherche en cours du cadavre, il se termine généralement par le feuillet signé par l'agent lui-même, prenant acte de son engagement et parfois de la manière dont il fut recruté. Entre les deux, on trouve des documents très différents, des rapports de mission, notamment si l'agent a pu revenir à Londres entre deux missions ou alors s'il a survécu, et des rapports d'entraînement. Il est possible de décrire un cas particulier qui m'a beaucoup occupé, celui des femmes anglaises entraînées et parachutées par le SOE en France et dont une partie significative trouva la mort dans les camps de concentration autour de l'été 1944.
Donc, ce qui est vraiment intéressant dans la lecture de ces dossiers, c'est la manière dont les services anglais ont procédé à la militarisation d'un personnel féminin et les a déployés sur un terrain où elles n'étaient pas attendues. Aussi, les dossiers personnels s'avèrent riches en renseignements. Les rapports d'entraînement, premièrement, témoignent de la manière dont le SOE a totalement renversé les normes genrées de la guerre, en entraînant des femmes au combat et en exacerbant leur violence à égalité avec le personnel masculin. Les rapports d'entraînement sont malgré tout remplis de remarques qu'on pourrait qualifier de profondément sexistes à 70 ans d'intervalle. Je vous laisse en deviner la nature. Les rapports de mission des survivantes témoignent de la réalité du combat clandestin et de la manière d'instrumentaliser le genre pour obtenir un avantage tactique. Employées comme agentes de liaison ou radio parce qu'elles étaient supposées être moins soupçonnables, leur connaissance du monde clandestin permet d'affiner notre appréciation sur les structures et le fonctionnement d'un réseau action du SOI, un thème qui d'ailleurs n'est pas abordé par Michael Foot dans son ouvrage. Par ailleurs, on trouve également les rapports d'enquête menés par le SOE à la fin de la guerre sur la disparition des agents tombés dans les mains nazies, qui éclairent de manière extrêmement édifiante et extrêmement cruelle le traitement spécial, sans mauvais jeu de mots, réservé par les nazis. Vera Atkins, qui a été la directrice des opérations SOE, a ainsi collecté les témoignages des gardiens et gardiennes des camps, ainsi que de SS, qui chacun narrent de manière extrêmement crue les derniers instants de ces femmes, juste avant leur exécution ou bien leur crémation, alors qu'elles étaient encore vives. Donc, grâce à ces dossiers personnels du SOE, j'ai pu reconstituer une cinquantaine de parcours individuels pendant la guerre, du recrutement jusqu'à la libération et jusqu'aux circonstances de l'arrestation et ou à la mort de l'agent ou de l'agente. L'avantage ici est qu'il s'agit de documents généralement contemporains à l'action qu'ils décrivent et en croisant de manière thématique, ils permettent d'aborder à l'échelle individuelle les motivations de l'engagement et les dynamiques de la militarisation d'un groupe de civils déployés derrière les lignes ennemies. Ils permettent également donc une approche anthropologique de la vie clandestine ou l'étude de ce qu'on pourrait appeler la résistance au quotidien. Une partie de ces agents ont été par la suite interrogés par le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale après la guerre et il est particulièrement intéressant de comparer ces dossiers-là avec les témoignages et j'adresse un grand merci au passage à Madame Patricia Gillet qui m'avait envoyé l'inventaire complet de la série 72 AJ dont je me suis beaucoup servi avec le commentaire « Vous ne manquerez pas de matière », effectivement. Donc, une partie de ces agents a de plus pu publier en violation avec les règles de confidentialité dictées par le SOE leur mémoire. C'est par exemple le cas de Benjamin Coburn, qui demeure pour nous un personnage très intéressant, d'une part parce qu'il a fait partie des premiers organisateurs déployés en France et parce qu'il a mené et survécu à 3 missions successives tout en y rencontrant des acteurs majeurs de la résistance qui, eux, n'ont pas tous survécu. Personnage très peu connu en France en dehors des spécialistes, il est pourtant un des rares agents anglais pour qui on dispose d'un dossier individuel, d'un témoignage conservé aux archives nationales et d'un ouvrage No Cloak, No Dagger, qui est aussi un des plus rares à avoir été traduit en français sous le titre « Sans cape ni épée ». Dans ce cas précis, la confrontation entre le dossier individuel de Coburn à Londres et les témoignages et différentes documentations en France permet une meilleure appréciation critique de son parcours individuel dans la résistance. Maintenant, est-ce que ces dossiers sont infaillibles ? Non. Il est manifeste que certaines pièces sont escamotées. Quand on ouvre les dossiers, vous avez des feuillets jaunes estampillés Public Record Act 1958, la loi dont je vous parlais tout à l'heure. D'autres, de manière moins affirmée, le dossier individuel, par exemple, de la résistante Anne-Marie Walters, à qui j'avais consacré un article, est amputé d'un rapport secret envoyé par elle directement à Maurice Buckmaster, le chef de la section F, qui explique les véritables raisons de son départ en France en juillet 1944. Si on en reste au dossier SOE officiel en raison d'un message urgent apporté à Londres, moi j'y croyais pas un seul instant puisque son chef avait alors un radio qui fonctionnait très bien, donc cherchez. Et en fait, officieusement, parce que son chef l'a accusé d'entretenir des relations intimes avec un homme du maquis, ce qui selon lui affaiblissait son autorité. Je vous parlais de remarques sexistes tout à l'heure. J'ai pu consulter ce rapport secret dans les archives familiales au domicile des enfants d'Anne-Marie Walters, qui m'ont généreusement accueilli au milieu d'une inondation et d'un épisode Cévenol dans un petit village du Gard. C'était un de mes meilleurs souvenirs de thèse, en vrai. Alors, j'ai longtemps cru que ces dossiers personnels détenus à Londres, accompagnés des documents des dossiers des archives nationales, seraient le seul moyen dont je disposerais pour retracer les parcours individuels. Mais c'était sans compter sur l'achèvement du classement des dossiers de la sous-série 28P4 au service historique de la Défense. Donc cette sous-série est mon deuxième fonds principal d'archives utilisé pour retracer les dossiers individuels. Alors bien sûr, il y a aussi la série 16P. J'ai consulté ponctuellement des documents dans la sous-série 16P, mais disons que, c'est ma minute un peu provocatrice du jour, la date butoir de soutenance s'accordait mal avec les règles de consultation du SHD. Donc, ces dernières fixant à 5 le nombre de dossiers pouvant être commandés par jour, il a donc fallu opérer un choix entre commander 5 cartons détenant plusieurs dossiers individuels dans la sous-série 28P4 ou commander 5 dossiers au compte-gouttes dans la sous-série 16P.
Bon, évidemment, j'ai choisi 28P4. Alors, l'inventaire détaillé et définitif de cette sous-série a été très récent puisqu'il date de 2017. En fait, les premiers dossiers ont été classés dès 2015. Il s'agissait des dossiers individuels des agents des réseaux de renseignement, auxquels se sont ensuite ajoutés ceux des réseaux d'évasion et enfin des réseaux actions. Donc, ils ont été versés en 2000 par la DGSE et leur contenu est extrêmement hétéroclite. Il y a environ 15 000 dossiers individuels, ça a été dit. Ils contiennent des documents produits par plusieurs services à plusieurs époques. On peut compter donc des archives du BCRA, des comptes rendus d'interrogatoire, des fiches d'identification, des dossiers de faux papiers. On vous en a déjà parlé. Sont également conservés dans ces dossiers des questionnaires établis en 1944 et 1945, issus de campagnes d'interrogatoire qui retracent l'activité résistante individuelle des agents. Et enfin, certains dossiers individuels contiennent des pièces administratives produites encore plus tard par le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, le SDEC, qui intervenait en tant que service liquidateur du BCRA. Il n'y a donc aucune unité, ni au sujet du cadre chronologique, ni au sujet des méthodes de constitution, ce qui, bien sûr, ne me simplifie pas la tâche. Alors, ça a pour conséquence qu'il est extrêmement difficile de définir une seule méthode de travail qui permettrait d'envisager l'ensemble du fond en un tout unique. Et d'ailleurs, le nombre volumineux de dossiers rend impossible une approche exhaustive, encore une fois, dans le cadre d'un travail de thèse. Et enfin, un rapide comptage, enfin un comptage exhaustif pour le coup, a soulevé une réalité qu'il faut ici mentionner. La majorité de ces dossiers concernent des agents de sexe masculin, ce qui de fait oriente le regard vers une lecture exclusivement masculine, en dépit de quelques cas particuliers. Je pense par exemple aux archives du réseau Comet. La question que je me suis posée alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Quelles questions fallait-il poser à ces dossiers? Comment pouvait-il enrichir mon approche des parcours individuels dans les réseaux de résistance? Donc là aussi, j'ai fait des choix. En termes de sélection des dossiers et en termes des pièces à l'intérieur de ces dossiers que je voulais consulter. Donc, le nombre de dossiers que j'ai consultés s'est fait en fonction de l'approche générale de la thèse. Après une approche générale de la question, ma thèse se concentrera sur une vingtaine de réseaux représentatifs des missions qui leur sont assignées. Donc, une vingtaine de réseaux représentatifs, tout en tenant compte de la chronologie, de la géographie, de leur implantation, etc. Par exemple, concernant les réseaux d'évasion, je travaillerai sur Bordeaux-Loupiac, Bourgogne, Patoléry, Comet, par exemple. Le choix a également été dicté par les possibilités qu'offrait le traitement des archives, ainsi que la densité en termes d'informations qu'elles offraient. Donc, l'entrée dans ces dossiers s'est avérée beaucoup plus complexe du fait, comme je l'ai dit, du contenu extrêmement hétéroclite. J'ai choisi de me concentrer sur deux types de sources, les rapports de mission et les questionnaires remplis par les agents lors de la campagne d'interrogatoire des années 44-45. Je me suis efforcé à chaque fois de rester dans un cadre temporel le plus proche possible de l'action que ces documents d'arrêt. Le contenu de ces questionnaires est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis de compléter les informations que j'avais tirées des dossiers d'homologation de la série 17P. Dans la série 17P des dossiers d'homologation, j'ai fait un échantillonnage, à peu près 4000 noms tirés des listes des réseaux. Alors malheureusement, toutes les informations dans ces listes ne sont pas disponibles. On n'a pas toujours la situation maritale, on n'a pas toujours les études, on n'a pas toujours la fonction. Parfois, les dates d'engagement, une date d'engagement avant la reconnaissance du réseau, ça peut arriver. Donc du coup, c'est difficile à apprécier, vous vous en rendez compte. Alors, donc ces dossiers dans la sous-série 28P4, ces questionnaires ont les informations classiques d'état civil. Ils indiquent également les études, les parcours professionnels, les diplômes obtenus, parfois également les orientations politiques et les motivations de l'engagement. Concernant l'activité clandestine en elle-même, plusieurs informations s'avèrent essentielles. Premièrement, l'agent indique qui l'a recruté, comment et pour quelle fonction. Un rapport d'activité est également joint, mais plus intéressant encore, l'agent est invité à indiquer deux informations qui pour nous apparaissent centrales dès lors qu'on s'intéresse à une organisation clandestine. Le nombre de personnes que l'agent connaît dans la résistance et le schéma de l'organisation, mais tel que l'agent la connaît. J'ai presque fini. Les réponses à ces questions varient selon la fonction exercée. Un chef de réseau cite généralement une vingtaine de noms et dresse une carte à peu près exacte des ramifications de son organisation, mais sa connaissance s'achève à l'échelon de commandement. En revanche, si on renverse la perspective et qu'on va vers un résistant local, je dirais entre guillemets de base, alors, effectivement, là, on est sur un autre cas. Lui, il va être incapable, dans environ 75 à 80% des cas, de citer plus de 2 ou 3 personnes, et son rapport d'activité va permettre de se situer au plus près de l'action clandestine. Comment on obtient un renseignement? Comment on fait passer la ligne de démarcation à un pilote anglais? Comment on la contourne? Ou comment pose-t-on concrètement un explosif sur une voie ferrée?
Donc le traitement des dossiers personnels des agents des réseaux de résistance ne s'achèvera pas avec ma thèse. Il faudra des années et de nombreuses contributions pour en dresser une analyse complète et exhaustive, et à ce stade, je ne peux que me permettre d'entreprendre, de jeter des jalons, et qui seront sans nul doute discutés par la suite, et je l'espère soulever un certain nombre de questions. Premièrement, que nous apprennent ces dossiers sur la résistance ? Aucun de ces dossiers individuels ne rend une image suffisamment précise de la structure générale parce qu'il était impossible, même pour un chef de réseau, de connaître parfaitement, au moment de l'action, l'ensemble des ramifications et des troupes placées sous son commandement. Par ailleurs, tous les agents et agentes ne furent pas interrogés par la DGER et aucun agent du SOU recruté en France et n'étant pas passé en Angleterre ne dispose d'un dossier personnel à Londres. Ainsi, si on additionne le nombre de dossiers rapportés au nombre d'agents que j'ai pu identifier en tout au sein des réseaux, je les ai comptés un par un, donc j'ai pu faire un pourcentage, donc ces dossiers personnels représentent environ 10% des effectifs. En revanche, ils déplacent le regard du chercheur qui, d'une vision immuable et fixe de la structure, renvoyée par les dossiers d'homologation constitués à la Libération, se dirige vers un échelon plus complexe, celui de l'humain, ou pourrait-on dire la résistance à hauteur d'homme ou de femme. On y découvre toute la complexité des motivations et des parcours individuels. Deuxièmement, ces dossiers peuvent-ils supplanter le témoignage individuel recueilli par les chercheurs ? Ces dossiers personnels présentent un avantage. Ils ont des informations de première main et permettent sans nul doute, si on les croise avec d'autres sources, de dresser la carte de parcours individuels. Néanmoins, ils ne nous disent pas tout concernant l'expérience vécue dans la résistance. Par exemple, les émotions n'y transparaissent pas. Alors, en dépit des nombreuses imperfections et des difficultés d'appréciation sur l'ensemble des sources disponibles, ces dossiers personnels doivent être intégrés évidemment dans une recherche plus large, en croisant l'ensemble de la documentation, et ils enrichiront sans nul doute par la suite l'histoire de la résistance. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces deux très belles présentations qui, je crois, montrent bien où on en est de l'histoire renouvelée de la résistance et notamment, je vous en prie, une histoire sociale fine de ces résistances, une histoire sociale fine qui s'intéresse, et on a là deux exemples, à des groupes sociaux, si je puis dire, qui jusque-là avaient été un petit peu laissés de côté, les étrangers, les femmes, vous en avez beaucoup parlé, Guillaume, et d'ailleurs Sébastien Albertelli, qui n'est pas là, en aurait parlé également, et je crois que ces dossiers, en tout cas vous l'avez montré, ces dossiers individuels du SHD, en particulier la série 28P, avec quand même ses limites, vous l'avez aussi montré, peut nous permettre d'enrichir un peu les regards et de s'intéresser à cette résistance à hauteur de femmes et d'hommes, comme vous l'avez souligné. Autre remarque, avant de laisser évidemment la parole à la salle, l'articulation difficile, je crois, pour les historiennes et les historiens, entre, au fond, une approche qualitative et une approche quantitative. Je crois que nos deux historiens ont montré qu'il était à la fois plus facile au fond, mais peut-être que je vous ai mal compris, mais qu'il était plus facile peut-être de faire une approche par parcours, effectivement, avec ces dossiers, par parcours individuel, plutôt qu'une approche quantitative. Pourquoi ? Parce que tout simplement, mais peut-être là aussi je me trompe, les échantillons sont un peu hétérogènes, enfin, en tout cas, pardon, les sources sont un petit peu hétérogènes, les dossiers sont hétérogènes par les informations, par la nature des informations qu'ils nous livrent, mais peut-être que là-dessus, vous pourrez développer un peu vos propos parce que je crois que méthodologiquement, pour les historiens, c'est très important. Voilà, je m'arrête là.